Comment rénover son bien immobilier? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier et aujourd'hui je suis en compagnie de Guillaume Millot. Salut Guillaume! Salut Maxence. Donc juste avant de te laisser te présenter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite anecdote, j'ai rencontré pour la première fois Guillaume à un séminaire finance en janvier 2020, donc dans le sud de la France, et plus spécifiquement au Terrasse d'Aise pour ceux qui connaissent. Tu es également membre de mon Mastermind Business et Revenu Passif depuis le 15 avril 2022 et membre de mon mentorat Business Internet depuis le 1er juillet 2022. Donc, naturellement, je vais te laisser te présenter. Donc, tu as aussi écrit un ouvrage, donc un livre qui s'appelle Comment réhabiliter son bien immobilier, donc aux éditions Rehearst. Et également, tu es souvent dans les médias, donc notamment tu as une chronique hebdomadaire sur Notre-Dame à Paris. Donc, j'arrête de bavarder, je te laisse tout nous expliquer depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui et puis nous évoquer un petit peu ton parcours, ton background pour les personnes qui vont ensuite rénover leur bien immobilier. Donc, je m'appelle Guillaume Milot. Alors, je poursuis la mission de promouvoir la pratique de la réhabilitation pour transmettre le patrimoine aux générations futures et aussi protéger les ressources de la planète. Donc, c'est une mission qui est fondée sur deux piliers. Le premier pilier, c'est un pilier qui est très important pour moi, qui me fascine depuis que je suis enfant, c'est le pilier du legs, de la transmission. Donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que quand on rénove un bien, finalement, on accueille le cadeau des anciens dans le présent, on participe à sa modernisation et on le transmet aux générations futures. Donc on crée comme ça des ponts entre les générations. On devient ce que j'appelle des passeurs de temps dans mon livre. Et puis le deuxième pilier, c'est un pilier environnemental, puisque rénover un bâtiment ou réhabiliter un bâtiment est beaucoup plus vertueux écologiquement, puisqu'on récupère une caisse qui est déjà existante. Donc on passe d'une logique d'extraction des ressources quand on construit un bâtiment neuf à une logique de recyclage. Donc c'est beaucoup plus vertueux de bien évidemment de rénover et de réhabiliter. Voilà, alors j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis rentré dans une filière technique dès l'âge de 14 ans. Donc mon premier diplôme est un CAP BEP coffreur-boiseur, donc j'ai appris à travailler avec mes mains avant d'apprendre à travailler avec ma tête. Et puis après, j'ai continué un cursus scolaire dans le domaine du bâtiment, puisque j'ai un brevet de technicien de chef de chantier, j'ai un BTS, et puis j'ai eu ensuite l'opportunité de rentrer dans une école d'ingénieur. Et je suis donc ingénieur depuis 2002 dans le domaine du bâtiment. Voilà. Ensuite, je suis rentré dans un grand groupe de bâtiments français et je me suis spécialisé dans le pilotage, dans le montage technique et financier, dans le suivi d'opérations de réhabilitation, de grosses opérations de réhabilitation donc avec cette entreprise. Puis ensuite, en 2019, j'ai créé donc mon cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc j'apporte tout ce savoir-faire maintenant à des clients pour les accompagner de la phase conception à la réception clé en main de leurs opérations de réhabilitation. Et donc dans ce cadre-là, j'ai fondé la marque Rehearse, qui a cet objectif d'apporter les produits et services de la marque pour aider les porteurs de projets de réhabilitation. Et dans ce cadre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment réhabiliter votre bien immobilier, qui a été donc édité par Rehearse en décembre 2021. Et puis donc du coup, j'aime le partage aussi, cette notion de transmission va bien au-delà de ça, puisque maintenant j'essaye de transmettre les savoirs au plus grand nombre. Et donc, je participe souvent à des radios. Effectivement, j'ai une chronique hebdomadaire sur la radio Notre-Dame sur le thème de l'urbanisme et de l'énergie, qui est donc tous les mardis matins sur la matinale de Radio Notre-Dame entre 7h et 7h30. Voilà. Merci pour ton background et ton parcours. Donc là, je voulais te poser une question concernant un petit peu l'actualité. Donc en août 2022, une loi a eu lieu, donc notamment concernant la déréglementation climatique. Mhm. Est-ce que tu peux nous évoquer ce feedback? Parce que finalement, depuis la guerre en Ukraine, donc le 24 février 2022, on a énormément de choses, les coûts énergétiques qui ont flambé, hyperinflation et tout ce qui va avec. Donc je te laisse nous expliquer un petit peu cette loi depuis cette tendance et qu'est-ce qui va avoir lieu au cours des 3, 5, 10 prochaines années par rapport à l'aspect énergétique concernant là où on est dans tous les biens immobiliers des foyers français et même un peu partout en francophonie. Alors, c'est bien de démarrer par ça parce que je pense qu'il faut décrypter un petit peu l'actualité pour comprendre réellement les enjeux de la rénovation, les enjeux de la réhabilitation sur les 10 et je dirais même 20 prochaines années parce que quand on rénove un bien, on rénove pas un bien tous les ans. Quand on Oui, rénove un bien, on y va pour 20 ans.
Donc, ce que l'on fait aujourd'hui, les actions que l'on mène aujourd'hui, que ce soit dans son bien immobilier ou à l'échelle nationale, c'est-à-dire sur le cadre de la politique nationale contre justement pour baisser les consommations d'énergie, bah, tout ce qu'on va faire, toutes les décisions que l'on prend, elles ont des impacts sur plusieurs décennies. Donc, il y a d'abord un enjeu qui dirait un contexte français, sur le territoire français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, c'est 36 millions de logements. Voilà, 36 millions de logements. On est à peu près 65 millions de personnes. Et on renouvelle chaque année, on construit 400 000 logements neufs. Bon, Ok, donc en gros, le taux de remplacement, le taux de renouvellement du parc immobilier, c'est à peu près 1%. Ce 1%, c'est une constante sur les 40 dernières années. Depuis 40 ans, en fait, c'est issu de la Deuxième Guerre mondiale, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'Europe est ravagée, la France est ravagée, et donc on a besoin de construire neuf. Et il y a donc un plan de reconstruction de la France qui a été accéléré avec le mouvement HLM à l'époque. On avait besoin l'objectif était de créer à peu près 240 000 logements par an, et donc on est rentré dans un processus industriel de construction neuve, notamment avec les techniques de béton armé, hein, qui sont en plus aujourd'hui responsables de 10% des gaz à effet de serre. Donc, ah ouais, donc pour ce qui dire est énorme. qu'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, la fabrication du béton et de l'acier sont responsables de 10% des gaz à effet de serre. Donc, cet impact de l'industrialisation de la construction a vraiment un impact important. Donc, aujourd'hui, la demande en logement neuf, ce qu'il faut comprendre en termes d'enjeux, c'est que dans les 10, 20, 30 prochaines années, elle va largement diminuer pour deux raisons. La première, c'est une raison démographique parce qu'on est 65 millions, mais à l'horizon 2050, on sera 72 millions en France, d'après certaines estimations. Donc finalement, il y a très peu d'augmentation. Et si on continue à produire comme ça 400 000 logements par an, bah, en 2050, on en aura construit 11 millions. Donc tu vois, quand tu fais le delta entre les deux, on construira beaucoup plus que la demande. Donc, on a une offre en construction neuve qui va largement diminuer, ce qui signifie que le parc immobilier français, dans 30 ans, est déjà là. Ok, 2050, donc ça c'est le on va premier. se stopper les nouveaux biens qu'on va créer de Exactement. zéro. Ok, Ensuite, donc on est dans un contexte géopolitique tendu avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie, mais la France, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, est rentrée dans une démarche, notamment avec les successions des lois Grenelle sur l'environnement et ainsi de suite, que tout le monde a entendu parler, et les réglementations thermiques, est rentrée dans une démarche pour donc améliorer les performances énergétiques du parc immobilier. Pourquoi? Parce que la facture énergétique en France, 44%, c'est le bâtiment qui en est responsable. ok. Donc c'est quasiment la moitié des consommations énergétiques en France qui sont liées directement au bâtiment. Donc, comme la France a des engagements à l'échelle européenne, mais aussi d'un point de vue environnemental, donc l'objectif c'est de baisser la facture énergie. Donc, il y a une loi qui est très importante et qui va être très impactante pour des millions de propriétaires français. Quand je parle des millions, c'est à peu près 1,6 million de propriétaires français, hein, puisqu'on a 7 millions de passoires thermiques en France, hein, donc sur 36 Ah, millions. donc c'est énorme. C'est énorme. Donc 1,6 million de propriétaires sont impactés par cette loi contre le dérèglement climatique qui a été donc promulguée au mois d'août dernier et qui va progressivement interdire à la location toutes les passoires thermiques. Donc les passoires thermiques, en fait, on les détermine d'une manière simple. On fait un diagnostic de performance énergétique. Comme quand on achète une machine à laver, en fait, il y a des étiquettes qui sont données, des étiquettes énergie, de l'étiquette A jusqu'à l'étiquette F et G. Et donc les trois dernières étiquettes, E, F, G, vont être complètement sorties du parc immobilier. L'objectif, c'est qu'à l'horizon 2032, toutes ces étiquettes-là sont interdites à la location. Ça veut dire que si toi, tu es investisseur immobilier, que tu as acheté un bien que tu loues, qui a une étiquette F ou une étiquette G, en 2032, tu ne pourras plus le louer. Ah, ce Donc, sera interdit, ça sinon sera tu es interdit. hors la loi Voilà, donc ça, si on ça le veut fait. Ouais. dire que la seule issue que tu as, c'est de rénover ton bien et d'améliorer les performances énergétiques de ton bien pour diminuer l'étiquette et donc être moins énergivore, en fait, moins consommateur d'énergie. Donc voilà, il y a tout ce contexte qui fait que dans les 20 prochaines années, l'enjeu, l'enjeu sur le parc immobilier, c'est la rénovation énergétique d'une part, mais plus largement la rénovation du bien, parce que quand on rénove de manière énergétique, il y a, bon, effectivement, il y a les systèmes de chauffage, il y a le système d'alimentation électrique, il y a les vitrages et l'isolation et tout ça. Mais quand on rénove, on ne fait pas que de la rénovation énergétique, on fait aussi une rénovation pour apporter de la valeur dans le bien. Voilà, pour qu'il prenne de la valeur. Merci pour ce feedback. Donc, il est fort probable que vous avez certainement un membre de votre famille, de votre réseau qui est concerné par rapport à cette nouvelle loi qui a été promulguée en août 2022. Alors, première question que je voulais te poser, tout simplement, quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on réalise des travaux? Est-ce qu'il y a des
étapes spécifiques à prendre en compte? Et ensuite, est-ce que tu as des chiffres à nous donner de manière générale si on a un bien immobilier à 100 000 euros pour faire une rénovation, soit qui sont dans les normes énergétiques ou soit qui valorisent le bien, c'est 20% du montant du bien. Si tu as aussi des fourchettes de manière générale, comme ça permet aussi les gens de se projeter sur un budget pour réaliser des travaux ou encore tout simplement une rénovation intégrale pour vraiment valoriser le bien comme si c'était tout neuf. Alors, la première des choses, c'est un petit peu quand on va chez le médecin, quand on est malade, on va voir un médecin et le médecin établit un Ouais, diagnostic. exactement. Donc, en fait, on ne fait pas ou très peu d'automédication. Donc, on va voir un médecin, il fait un diagnostic. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Quand on a un bien immobilier, la première chose qu'il faut faire, c'est d'établir un diagnostic qui est encore plus important parce qu'aujourd'hui, bah, finalement, quand on veut faire une rénovation énergétique, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, quelle épaisseur d'isolant, comment je change mes fenêtres, et ainsi de suite. Donc, c'est des questions qui sont extrêmement techniques. Et comme beaucoup de propriétaires français, bah, sur les 1,6 million, il y a finalement assez peu, majoritairement, de gens qui sont des vrais professionnels du bâtiment, en tout cas qui ont des réponses et des clés. Et je dirais même que les professionnels du bâtiment font appel à des bureaux d'études extérieurs pour pouvoir vraiment optimiser son bien. Donc la première des choses, c'est de faire un diagnostic de performance énergétique. Et là, il faut de suite pas tomber dans le piège. Le piège, c'est que le 22 septembre dernier, Ok. en 2022, l'UFC Que Choisir a sorti une enquête et a révélé que les diagnostics de performance énergétique, ce sur quoi en fait s'appuie l'État pour mener sa politique d'interdiction de location, donc ben, ne sont pas fiables. C'est-à-dire que en prenant plusieurs diagnostiqueurs sur un même bien immobilier, bah, il n'y en a aucun qui arrive à mettre une même étiquette énergétique. Alors ça, c'est Ah, ça va être extrêmement, un gros problème si c'est pas extrêmement résolu. ennuyant parce que il y a dans l'enquête, hein, quand on lit l'enquête, bah, il y a par exemple un bien, un coup il a une étiquette F, un coup il a une étiquette B, donc un coup il est très très bon et un coup il est très très mauvais. Donc Oui, donc c'est surtout, vraiment grosse disparité. Si grosse c'était encore disparité. plus ou moins similaire, ça irait, Exactement. mais Alors ok. déjà, moi, le premier conseil que je donne, c'est quand vous faites un diagnostic de performance énergétique, surtout ne tenez pas compte des préconisations en termes de coûts de travaux et la liste de travaux qu'il y a dedans, parce que c'est complètement erroné. Ce sont des rapports qui sont faits de manière industrielle. En quelques clics, en fait, on sort un rapport. Les diagnostiqueurs, la plupart du temps, n'ont pas les cursus, n'ont pas la formation. La formation pour être diagnostiqueur dure 3 jours. Ok. Donc, Ouais, je comprends. C'est un c'est long cursus. c'est un long cursus quand même qu'il faut. Donc, finalement, la plupart des diagnostiqueurs n'ont pas des compétences approfondies dans ce domaine-là. Donc, la première des choses, bon, on est obligé de faire le DPE, donc il faut le faire, mais il ne faut pas en tenir compte. Donc, une des premières étapes derrière, bah, c'est de faire ce que j'appelle moi un audit énergétique, un audit énergétique. Et là, on fait appel à un bureau d'études thermiques, donc avec un vrai thermicien, un ingénieur thermicien qui vient et qui fait donc un audit de votre bien. Et lui, dans son audit, il va vous donner la liste des travaux, le coût des travaux prévisionnels et surtout les aides fiscales du moment. Donc, ça va vous Ok. permettre d'avoir déjà un état des lieux. Alors, il faut savoir que pour un logement, un audit, ça va coûter à peu près 1200 euros, donc c'est un investissement. Mais par contre, c'est un vrai professionnel de la thermique qui vient, et donc il va vous optimiser les épaisseurs d'isolant, le type de fenêtre, et ainsi de suite. Donc il va vous donner une liste de travaux vraiment optimisée. Et il y a des fois des petites choses que l'on peut changer dans son compteur électrique pour améliorer les consommations et diminuer les consommations. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Pour moi, la première étape, c'est le diagnostic. Et puis la deuxième étape, c'est de définir une vision précise de ce que l'on veut. C'est-à-dire, Ok. est-ce que le bien, c'est une résidence principale dans laquelle j'y vis en famille, ou est-ce que c'est un bien que je veux réhabiliter, donc minimiser le coût des travaux en termes de confort pour optimiser le maximum le cash flow. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire sur les 10 prochaines années avec son bien. Il faut essayer d'élaborer une stratégie, ce que j'appelle moi développer une vision à 10, 15, 20, voire même au-delà, hein, si c'est un bien patrimonial que l'on veut transmettre à ses enfants et ainsi de suite. Donc il faut à la fois avoir un diagnostic précis de son bien et deuxièmement avoir une vision de ce que l'on veut faire et de comment on veut aménager en fait son bien. Voilà. Concernant les principaux critères, si tu en avais trois principaux, qu'est-ce que ça serait pour réaliser la réhabilitation et les différents travaux concernant son bien immobilier? Alors les critères, premier critère pour moi, ben, c'est les critères effectivement d'isolation. Ok. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, on sait que 55% des déperditions d'énergie se font par les murs et par les plafonds et les sols. Ok. Donc, D'accord. donc Donc sur là, la ouais. totalité de la déperdition thermique, c'est mur. Bon, les fenêtres sont responsables que de 13%.
des déperditions thermiques, donc assez peu finalement au regard. Et c'est vrai que souvent on entend, bah oui, j'ai fait des travaux, j'ai changé les fenêtres, mais c'est pas que les fenêtres, c'est aussi les murs, Voilà, les plafonds, et ainsi de suite. statistiquement, c'est que 13% Statistiquement, si, si voilà. c'est Donc les fenêtres. globalement, sur deux postes, entre l'isolation, je dirais, et les fenêtres, on arrive à couvrir 75% des déperditions. Donc pour moi, je dirais le critère le plus important, c'est celui-là, ce sont l'isolation des murs. L'isolation des murs, alors qui peut se faire soit en faisant une isolation par l'extérieur, qui est beaucoup plus performante parce qu'on arrive à traiter les nez de dalle, hein, Ok. donc on a beaucoup moins de ponts thermiques, ce qu'on appelle des ponts thermiques. Et ensuite, bah, il y a le changement des fenêtres aussi, de mettre des fenêtres performantes permet Donc en gros, bah, le premier critère, c'est d'isoler la boîte. Le deuxième critère, c'est de mettre un système de ventilation performant. Pourquoi? Parce que généralement, quand on change les fenêtres, surtout avec les dispositifs modernes et surtout avec les nouveaux diagnostics de performance, on rend la boîte étanche. Donc une boîte étanche ne respire pas, donc il faut mettre un système de ventilation pour amener de l'air frais et pour rejeter de l'air vicié relativement performant pour éviter justement la perte de calories. Pour la petite anecdote, nos anciens n'avaient pas ces systèmes de ventilation. C'est des techniques qui sont relativement modernes. Et donc, les bâtiments étaient faits pour respirer. D'ailleurs, moi, j'ai acheté un vieux corps de ferme et on avait en dessous des fenêtres, on avait une lame d'air d'à peu près un demi-millimètre qui permettait au bâtiment de respirer. Bon, ça, aujourd'hui, c'est totalement proscrit parce que c'est des pertes d'énergie considérables. Donc, on rend les boîtes complètement étanches. Et donc, pour le coup, si elles sont étanches, il faut les faire respirer. Donc ça, c'est le deuxième curseur sur lequel il faut aller. Isolation, ventilation. Et puis le troisième, pardon, c'est les systèmes d'énergie. C'est-à-dire Ok. comment j'alimente. Alors, il y en a qui ont des chaudières à gaz, d'autres, ils ont des chaudières au fioul. Bon, maintenant, le fioul est complètement interdit. Le gaz, dans les 10 prochaines années, ça va être totalement interdit. Et donc, comme en France, on est plutôt tout électrique, aujourd'hui, si on doit changer le dispositif de chaudière, il faut plutôt penser à mettre des pompes à chaleur, puisque c'est un système électrique. Voilà, donc déjà, sur ces trois sujets, on couvre 80% des déperditions énergétiques. Et puis bah, après, il y a toute la partie esthétique du bien, que ce soit les sols, que ce soit les murs, que ce soit les plafonds. Voilà, c'est comment on veut apporter de la valeur dans le bien. Voilà. Ah, puis si c'est une résidence principale, bah, évidemment, vous sentirez bien dans votre propre bien. Et si en revanche, bah, vous faites de la location, tombez toujours amoureux de vos clients, donc en l'occurrence de vos locataires, donc vraiment leur apporter de la valeur. Pourquoi? Parce que ça vous permet de louer le prix légèrement supérieur au prix du marché ou même carrément supérieur au prix du marché. Donc, comme un entrepreneur, toujours apporter de la valeur et puis c'est ce qui va faire une différence avec tous les investisseurs et les propriétaires qui peuvent avoir la flemme ou qui vont négliger tous les aspects qu'on vient d'évoquer. Vis-à-vis d'un budget, de manière générale, concernant la réhabilitation, la rénovation, c'est 15% le prix du bien, 10%, 30%. Quelle est la tendance par rapport à tous les clients que tu accompagnes et puis euh, tout ce que tu as pu voir au cours de tes années d'expérience? Alors, moi, enfin, bon, j'ai du mal à donner parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent non, mais c'est pas vrai, moi j'ai un cas Il y a toujours des cas particuliers dans le bâtiment, mais ce qu'il faut, c'est arriver à estimer une masse de travaux assez rapidement. C'est-à-dire que par exemple, si on est investisseur dans l'immobilier, qu'on rentre dans un bien et qu'on se dit il faut qu'on arrive instantanément à sentir combien ça pourrait représenter en termes de coûts travaux, en fait, en plus de l'achat du bien. Et ça permet d'être beaucoup plus réactif donc dans la négociation. Alors moi, c'est très simple, j'ai deux ratios. Le premier ratio, c'est que si je rentre dans le bien et que j'ai pas à toucher aux façades, j'ai pas à toucher aux fenêtres, j'ai pas à toucher à l'isolation, c'est-à-dire que le bien, il est correct. Par contre, à l'intérieur, c'est moche, c'est un peu vieillot, donc il faut refaire des travaux, il faut refaire un peu des sols, il faut refaire un peu des peintures. Le rafraîchissement, ce que j'appelle moi le rafraîchissement, changer un peu le mobilier, les cuisines et tout ça, je prends à peu près 500 € le mètre carré. Ok, 500 d'accord. € le mètre carré habitable, ça me donne une bonne fourchette du tarif. C'est un petit peu gêné en ce moment parce qu'avec avec l'inflation, donc les coûts de construction qui augmentent énormément et des fois de 100% sur certains postes, hein, par exemple dans la serrurerie, tous les ouvrages de serrurerie, la galvanisation, hein, c'est la protection du métal, a pris plus de 100%. Ah ouais, donc x2 C'est sur les x2. prix. Ok. x2 sur les prix en 2 ans. Et d'ailleurs, j'ai un feedback à faire à ce niveau-là. Donc, petite parenthèse, sur un coût de construction, sur un bâtiment neuf,
J'ai un programme qui a démarré, qui devait démarrer en 2020, qui a pris 2 ans de retard. En 2 ans, j'avais un coût de 5,7 millions pour le gros œuvre. Aujourd'hui, on est à 6,9 millions. On a pris 1,2 million, c'est-à-dire 20%. Ouais. 20% sur le coût de construction. Donc Et c'était là, et ça a en 2 été ans. démarré ou toujours Et pas? là, c'est démarré, sauf que on se pose la question parce qu'on ne peut pas répercuter ce coût-là sur les gens qui achètent les biens. Donc Ouais. on est un petit peu dans un point de Donc convergence, il on n'y ne a sait plus de pas trop. marge du coup, malheureusement. Ouais, ça devient Les marges catastrophique, sont quoi. bousillées. Donc pour dire que voilà, ce ratio-là que j'ai, c'est un ratio que j'applique depuis une dizaine d'années maintenant. C'est le fruit d'expérience, mais ça ne tient pas compte effectivement de l'inflation, mais ça donne quand même une bonne fourchette. Après, si vous devez refaire de la façade, si vous devez refaire des travaux d'isolation et tout ça, où là vraiment c'est des gros travaux lourds, il faut faire x2. Voilà, c'est à peu près 1 000 euros, il faut compter à peu près 1 000 euros le mètre carré. Et avec ça, déjà, ça vous donne une bonne fourchette. Après, oui, effectivement, au niveau des coûts travaux, le curseur, en fait, il est placé aussi en fonction des prestations que l'on met à l'intérieur de son bien. Parce que des fois, on me dit, ouais, ton ratio est biaisé ou il n'est pas bon, mais effectivement, si on met des prestations extrêmement luxueuses dans son bien, l'addition peut monter très rapidement. L'exemple d'une salle de bain, par exemple, le mobilier d'une salle de bain, c'est quelque chose qui pèse énormément dans la balance quand on fait une belle baignoire, un beau meuble vasque et ainsi de suite. En fonction du matériel que l'on met ou de la robinetterie que l'on met, des marques que l'on choisit, on peut très bien faire une salle de bain pour 5 000 euros, mais on peut aussi la faire pour 15, 20, 30 000 euros. Enfin, tout est possible. Même des milliardaires qui mettent de la robinetterie en or, et donc là, l'addition peut monter, le robinet fait 50 000 euros, quoi. Ah, Voilà, complètement. tout dépend de curseur, mais simplement les ratios que je donne, c'est pour avoir une fourchette de prix, se dire, quand je fais la visite d'un bien, surtout quand je suis investisseur dans l'immobilier, et que je rentre dans un bien, rapidement se dire combien ça peut coûter. J'ai 100 mètres carrés, ça va me coûter 50 000 euros, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, j'ai 50 000 euros de travaux. Ou si j'ai des façades à refaire, si j'ai l'isolation à refaire, si j'ai des fenêtres à refaire, là, 1000 euros fois 100, ça fait 100 000 euros de travaux. Voilà. C'est pour donner des fourchettes. Alors maintenant, j'aimerais que l'on revienne sur les trois principales erreurs que tu as pu constater lors de la réalisation des travaux. Parce que je sais que beaucoup de gens se disent, waouh, si on n'est pas dans le domaine, on va évidemment commettre des erreurs. Donc je te laisse nous évoquer le top 3 que tu vois. Alors, le top 3, c'est de mal définir, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vision, c'est de mal définir ce que l'on veut. C'est-à-dire, en fait, on y va un petit peu la fleur au fusil, on n'a pas fait nos diagnostics, on n'a pas défini exactement ce qu'on voulait faire dans le bien, et puis finalement, on fait des travaux un petit peu à l'emporte-pièce, c'est-à-dire on n'arrive pas à définir concrètement les travaux, donc du coup, on a un budget qui est biaisé, et puis comme après on a des devis complémentaires, ça s'additionne, et à la fin on se dit, oh là là, ça m'a coûté 2 fois le prix. Oui, mais parce que dès le départ, il fallait bien définir ces travaux. Donc ça, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la vision. On en parle peu dans nos métiers, c'est quelque chose que je pense même être un des seuls à en parler vraiment de façon aussi claire, mais avoir une vision très précise de ce qu'on l'on veut faire, c'est prioritaire. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique assez bien ce que j'appelle moi la note de programmation, c'est-à-dire, et là encore une fois, on n'a pas besoin d'être un professionnel du bâtiment, hein. La note de programmation, c'est simplement écrire la fonctionnalité du bien, ce que l'on veut en faire, comment on imagine les choses. Donc c'est visualiser son bien terminé. Voilà. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, souvent, que je rencontre, c'est la personne n'étant pas du métier, elle ne s'intéresse pas à la technique. Ok. Et donc là, on délègue complètement le travail soit à l'architecte ou soit aux artisans, et on fait totalement confiance. Et on signe des devis sans forcément trop rentrer dans le détail, sans regarder le détail. Et donc, on se retrouve à la fin où souvent l'artisan vient, oui, non, mais ça, c'est pas prévu, donc boum, c'est un devis complémentaire, et ainsi de suite. Donc, on fait un peu trop confiance à ces prestataires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des arnaqueurs ou que des gens malveillants. Ça veut dire aussi que la personne qui mandate les travaux rentre finalement dans un confort, elle ne veut pas s'impliquer parce qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle manque confiance, elle a peur de discuter avec les professionnels. Et donc, à la fin, ça peut faire très très mal, y compris sur le délai des travaux. Et puis, une des troisième erreurs majeures, on a parlé de la vision, on a parlé du budget justement avec ces fameux devis sur lesquels on fait confiance totalement à nos prestataires, mais après, il y a le problème du délai. Alors là,
Dans beaucoup de cas, on a des gens qui vendent une résidence principale, qui rentrent dans une nouvelle résidence principale, et entre les deux, ils doivent faire des travaux. Bon. Ok. Et comme on a des dates à respecter, bah, quand on prend 1 mois ou 2 mois de retard, ça fait mal. Et j'ai l'exemple en plus de mon frère en ce moment. Mon Ok. frère fait des travaux. Il vient de vendre un appartement. Il est en train de faire des travaux. Il a tout cassé dedans. Il doit rentrer à la fin du mois. Il n'y arrivera pas. Donc, Allez il va donc. être obligé de déménager chez ma mère le temps de pouvoir finir les travaux parce que bah, du coup, il ne s'est pas rendu compte de la globalité des travaux qu'il y avait à réaliser. Donc, la troisième erreur, c'est de ne pas faire un planning, c'est-à-dire de définir les délais avec Hmm. les différents artisans. Souvent, on prend plusieurs artisans, que ce soit un maçon, que ce soit un électricien, un plombier, ainsi de suite. Il faut les mettre au coin d'une table et dire, ben voilà, combien de temps il faut pour faire telle et telle tâche, et ainsi de suite, et rentrer vraiment dans le détail pour avoir une vision globale des travaux que l'on a réalisés. Donc, avec ces 3 erreurs que je viens d'indiquer, on a une vision, on maîtrise nos devis si on rentre dans le détail avec ces entrepreneurs, et on maîtrise nos délais si on fait l'exercice de faire le planning avec les entreprises. Merci Guillaume. Donc pour finir sur une dernière question concernant l'immobilier de manière générale, on a une grande difficulté à trouver les bons artisans et comme tu l'as évoqué avec l'exemple de ton frère et ça vous est tous arrivé, donc le respect des délais et le respect du budget. Donc moi-même ayant fait de l'immobilier en Estonie, bah, à chaque fois on me dit un budget et ça dépasse, on me dit un délai, ça dépasse également et la difficulté pour un investisseur, c'est d'avoir les bons artisans. Quels conseils tu pourrais donner par rapport à ces trois aspects? Trouver les bons artisans, respecter les délais, respecter le budget. Je te laisse tout nous dire. Alors, étant un professionnel du bâtiment, je pense que la plus grosse difficulté, même un professionnel du bâtiment, c'est de trouver des entreprises, de trouver des artisans fiables, de créer des partenariats sur la durée. Alors ça, c'est quelque chose, c'est récurrent. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je fais du chantier et depuis 20 ans, bah, je suis toujours à la recherche permanente d'entreprises, d'artisans et ainsi de suite. Donc, le, le- il faut vraiment en fait définir un certain nombre de critères. Alors, il y a un certain nombre d'astuces, moi, que j'ai développées avec l'expérience pour trouver des entreprises. Alors, quand on est, par exemple, on investit dans une région qui n'est pas la nôtre, bah, du coup, on arrive un peu en terrain inconnu et comment on fait pour trouver des entreprises? Alors, le système qui fonctionne le mieux, c'est le système de recommandation. C'est-à-dire que Ok. déjà, ça, c'est le système le plus fiable parce que la personne qui recommande a en plus un engagement moral vis-à-vis de l'entreprise qu'elle vous recommande. Elle ne va pas vous recommander une entreprise sur laquelle elle ne peut pas s'engager. Et donc déjà, ça permet de créer un premier filtre. Donc à l'occasion d'un dîner en famille, entre amis ou même dans le milieu professionnel, il faut surtout ne pas hésiter à poser des questions pour justement trouver des bonnes entreprises. Voilà, j'ai besoin d'un maçon à tel endroit, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un à cet endroit qui pourrait me recommander, ainsi de suite. Donc système de recommandation, ça fonctionne parfaitement bien. Deuxième astuce, téléphoner à l'antenne locale de la Fédération française du bâtiment. Ok. Alors, il faut savoir que c'est une fédération qui a été, la Fédération française du bâtiment a été créée en 1904. Elle regroupe 50 000 entreprises, dont 35 000 artisans. Et une des missions de la fédération, c'est de faire fonctionner la solidarité avec les entrepreneurs. Donc, si vous téléphonez à l'antenne locale de la fédération, ils vous donneront une liste d'entreprises par corps de métier, hein. Ben, une liste d'entreprises de gros œuvres, une liste d'entreprises de plomberie, d'électricité, de plaquistes, et ainsi de suite. Et donc, vous repartirez comme ça avec des noms. Sachant que les entreprises qui adhèrent à la Fédération française du bâtiment, en y adhérant, elles s'y adhèrent parce qu'elles veulent aussi s'engager dans le métier et elles veulent aussi avoir un peu plus de visibilité. Donc on a aussi ce gage-là qui nous permet. Voilà. Ensuite, ben, une fois qu'on a ça, la dernière astuce pour trouver des entreprises, ben, c'est de se promener dans la localité où on doit faire des travaux. Par exemple, si on a un bien à rénover, ben, on se promène dans le quartier et dès qu'il y a un chantier, dès qu'on voit des artisans qui sont, on prend les références, on prend les noms et on les appelle parce que bah, les gens travaillent dans le coin. Donc c'est une façon aussi de trouver des artisans. Et si on a en plus la possibilité d'avoir le contact du propriétaire qui emploie les artisans, on peut avoir un avis et un feedback aussi avant de s'engager avec une entreprise. Donc ça, c'est les astuces pour les trouver. Et après, il faut les désigner. C'est-à-dire Ok. qu'une fois qu'on les a trouvés, on va demander des devis, mais il y a un certain nombre de critères. Alors, le premier critère, qui est probablement le plus important, c'est de s'assurer que l'entreprise existe juridiquement. Donc, demander un extrait CABIS, demander des attestations d'assurance pour la responsabilité civile, mais aussi pour la décennale, puisqu'il
il y a un certain nombre de travaux. Par exemple, quand on fait des travaux structurels, on modifie un mur, on crée une ouverture. À partir du moment où on fait des travaux structurels, il faut que l'entrepreneur soit assuré pour la décennale. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Donc, existence de l'entité juridique. Et puis après, moi, j'ai des trucs et astuces en disant, par exemple, le chiffre d'affaires d'une entreprise. Aujourd'hui, si vous avez 50 000 euros de travaux à faire en 4 mois, si vous prenez une entreprise qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, bah, vous savez qu'elle est trop petite. Donc, j'ai une règle, la règle de 10, que j'appelle Ok. de 10. Quand j'ai 50 000 euros de travaux à faire, bah, je prends une entreprise qui fait minimum 10 fois ce montant-là en termes de chiffre d'affaires. Donc, il faut qu'elle Ok. fasse 500 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Ça permet d'avoir la garantie que, bon, parce qu'une entreprise peut faire en moyenne entre une dizaine, une quinzaine de chantiers dans l'année, en fait, enfin, ça dépend de la taille. Et donc, avec l'expérience, je me suis aperçu que le bon curseur, c'était celui-là. Si j'ai 50 000 euros de travaux à faire, bah, je vais choisir automatiquement une entreprise qui fait 500 000 euros ou plus, mais jamais en dessous. Voilà, pour Ouais, être voilà, tranquille. toujours rajouter un zéro finalement au montant des travaux pour la Exactement, fiabilité exactement. de l'entreprise. Après, il y a un autre critère qui est très important, c'est la durée d'existence Ok. de l'entreprise. Donc là, moi, j'applique la règle des 10 000 heures. La règle des 10 000 heures dit que si tu passes plus de 10 000 heures à exercer ton métier ou à exercer une fonction, tu atteins le niveau de maîtrise. Donc moi, j'ai fait un calcul simple. Je pars sur une base de 35 heures par semaine, Ok. sur 45 semaines par an. Et ben, il faudrait que l'entreprise elle ait minimum 6 ans d'existence pour avoir ces 10 000 heures de pratique de son métier. Donc moi, j'essaye toujours de prendre des entreprises qui ont 5 ans et plus d'existence, avec un chiffre d'affaires qui fait 10 fois le montant de mes travaux. Voilà. Donc c'est des petits trucs simples, mais qui permettent quand même Ouais, de de donner, s'assurer de d'éviter donner un les cap. mauvaises surprises Tout à fait. comme on Tout à fait. connaît tous. Voilà. Merci Guillaume par rapport à tes conseils et ton feedback. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là et partagez-la à tous vos amis investisseurs, à toutes les personnes que vous avez dans votre réseau qui ont besoin de rénover leur bien immobilier. Je sais que tu as concocté un cadeau. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui se disent je souhaite aller plus loin et qu'est-ce que tu peux nous proposer Guillaume par rapport à ça. Donc dis-nous tout. Tu as préparé un cadeau de bienvenue pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. Je te laisse tout nous évoquer. Bah, le cadeau de bienvenue, c'est tout simplement, comme la difficulté majeure, c'est de trouver des artisans. Donc j'ai créé un guide pratique qui donc sera téléchargeable gratuitement. Un guide pratique avec 10 astuces pour trouver des artisans fiables, donc avec tous les critères que je vous ai évoqués et un peu plus que ce que je vous ai évoqué, puisque je rentre un petit peu plus dans le détail. Et surtout, en bonus, en téléchargeant le guide pratique, on a un fichier Excel qui permet de faire le comparatif des entreprises avec un certain nombre de critères. Et donc, ça nous permet à la fin de faire une synthèse un petit peu de tous les devis que l'on a eus, de toutes les entreprises qu'on a vues, et d'avoir un document récapitulatif qui nous permet de passer à... En fait, c'est une aide à la décision qui nous permet de choisir le bon artisan. Voilà. Et c'est un document que j'utilise, que j'ai amélioré depuis une vingtaine d'années, que j'utilise et que je délivre gratuitement avec le guide. Voilà. Merci Guillaume donc, pour le télécharger. Lien dans la vidéo YouTube, le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers une page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail et comme ça vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail. Et puis en lisant tous les conseils qu'a évoqué Guillaume, ça vous permettra de faire des travaux à la perfection et d'éviter les mésaventures. Donc merci à toi Merci à une toi, nouvelle Marcel. fois. Bonne rénovation de votre bien immobilier et bonne mise en place des travaux pour la suite. Vive les investisseurs! À très vite, bye Bye bye! bye.